BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le club BFM Crypto sur BFM Business comme tous les jours de 15h à 15h30. On va parler de fuite de données, on va parler des entreprises, de compta, de crypto, ça avance, des dernières actus également avec mes invités. Aujourd'hui, Loïc Santel, cofondateur de Compta Crypto. Bonjour. Bonjour Loïc, ravi de vous avoir sur ce plateau. À vos côtés, Quentin Alexander, responsable crypto chez Number. Bonjour Quentin. Bonjour. Ravi de vous recevoir dans l'émission. Vous nous direz tout à l'heure ce que fait Number, comment ça avance dans cette profession, la gestion de la crypto, l'adoption surtout. Pauline Armandet sur ce plateau également, journaliste BFM Business. Bonjour Pauline, bonjour. Ravie de vous avoir sur le plateau comme toutes les semaines. Vous savez aussi que vous pouvez nous poser toutes vos questions sur le sujet crypto @bfmbusiness.fr, crypto au singulier. On vous répond tous les jeudis entre 15h et 15h30. Le club BFM Crypto, c'est parti. On va parler d'entreprise, on va parler de crypto, on va parler de compta, de voir comment ça avance dans ce secteur. Mais avant ça, il y a eu une actu la semaine dernière, on en parle beaucoup depuis le début de l'année, les attaques diverses, les fuites de données, la protection de nos données, la sécurité de façon globale. Pauline Armandet, c'est la société Waltio, société crypto française, qui a été victime d'une fuite de données de nombreux utilisateurs la semaine dernière. Effectivement, ça a eu lieu mardi. Il y a eu une demande de rançon de la part du groupe cybercriminel français Shiny Hunters, donc à l'égard de cette société Waltio, ce qui a permis en fait l'exfiltration de nombreuses données, donc notamment les données, les adresses mail de certains utilisateurs et leurs déclarations fiscales, donc de 2024 avec les gains, pertes et montant du solde de ces utilisateurs crypto. Donc sur l'année 2024, en revanche, Waltio explique que toutes les données qui sont relatives aux comptes bancaires, à des éléments d'état civil, aux adresses postales des utilisateurs n'ont pas été dérobées. Il n'y a pas eu de fuite, mais toujours est-il qu'on peut vraiment penser que ça concerne un grand nombre d'utilisateurs, même si Waltio n'a pas communiqué sur le nombre précis de Français qui sont concernés, mais on sait que cette société compte 45 000 Français. Oui, Waltio est assez utilisé dans le secteur crypto. Il nous aide et Dieu sait que c'est important depuis quelques années à finalement comprendre un petit peu ce qui est imposable ou pas quand on est des cryptos. Et on fait appel à la société Waltio pour réellement mettre ça en forme par rapport à ce que nous demande le fisc. Donc c'est vrai que c'est une société importante, c'est une société française. Pour les utilisateurs, Pauline, c'est quoi les risques principaux suite à cette fuite de données ? Alors déjà, Waltio a expliqué que le risque principal, au-delà de se faire voler vraiment ses fonds, c'est des attaques ciblées, des attaques en ligne, donc du phishing, des faux appels téléphoniques, avec des escrocs qui chercheraient vraiment à détourner les fonds des utilisateurs. Et évidemment, le risque majeur aujourd'hui, on le sait, avec une recrudescence qui a vraiment repris depuis le début de l'année aussi, c'est des attaques qui sont physiques, qui concernent des détenteurs de crypto-monnaies, leurs proches. Et donc, c'est vrai que c'est des données qui ont été vendues sur le darknet qui peuvent se faire poser ce genre de questionnement. On sait que Waltio a déposé plainte auprès du parquet de Paris, notamment pour tentative d'extorsion et atteinte à un système de traitement automatisé de données, je les cite. On va voir ce qu'il en sera de cette affaire et comment les utilisateurs aussi pourront être protégés au mieux, les clients de Waltio. Donc, ça, c'est vraiment des informations qui seront importantes. On les aura évidemment, Waltio, avec qui on est en contact pour le moment, les mains dans le cambouis dans cette affaire, est en train de gérer évidemment, mais on en reparlera avec Pierre Morisot quand il reviendra dans cette émission. C'est la sécurité de façon générale qui va être un très gros sujet cette année, Loïc Santel. Des fois je pose la question de cette façon-là, on me dit mais non, si, ça prend de multiples formes, mais on l'a dit, c'est ça au départ, c'est une fuite de données, et puis après c'est du phishing, et puis après c'est une attaque physique, et puis après c'est finalement la dispersion de ces données qui donne lieu à des choses un peu plus inquiétantes. Il va falloir que les entreprises, que les investisseurs particuliers, que finalement tout le secteur se mette vraiment sur des mesures de sécurité beaucoup plus importantes probablement.
Oui, tout à fait. Effectivement, faut vraiment faire preuve de rigueur aujourd'hui par rapport à les appels qu'on reçoit, les mails qu'on reçoit. Aujourd'hui, c'est le maître mot, c'est la rigueur. Après, les acteurs, comme Walsio, comme nous, par exemple, on suit quasiment tous les normes de cybersécurité, notamment avec des audits de type SOC, par exemple, SOC 2. Mais quand on voit, par exemple, que des grands acteurs comme Free, par exemple, se font eux aussi hacker, ils ont des politiques de cybersécurité qui sont aussi très drastiques. Mais souvent, ça relève de fautes d'inattention, généralement, de petits détails qui font que le hacker va rentrer à l'intérieur et après récupérer la donnée qui a récupérée. Donc, faut vraiment que tout le monde fasse attention à sa donnée et la sécurise au maximum. Oui, le spécialiste de cybersécurité qu'on avait la semaine dernière ou la semaine d'avant sur ce plateau disait que la grande majorité, ça passe par les gens eux-mêmes, par le fait de cliquer sur un lien, que ce soit un lien envoyé par message, envoyé par mail. Il faut vraiment faire très attention à ce à quoi on répond, se renseigner si c'est bien la vraie personne qui nous écrit. Enfin voilà, il faut vraiment se discipliner soi-même en réalité quand on est face à ce genre de choses. Et même surtout avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on peut faire énormément de choses et ça touche, en tout cas nous, on a pu le voir, certains clients à nous qui s'étaient fait aussi arnaquer, ça touche tout type de profils, des profils qui vont être primo-accédants et assez peu expérimentés, ou même des profils qui sont quand même généralement assez compétents en la matière. C'est tellement bien fait parfois que on s'y fait prendre, quoi. On va revenir dans un instant sur comment la crypto arrive dans les entreprises, dans le monde de la compta, tout ça. Mais est-ce que vous deux, Quentin, je vais vous poser la question, est-ce que c'est une des peurs qu'ont les clients C'est vrai que c'était un peu sulfureux, la crypto, il y a encore pas si longtemps. Aujourd'hui, ça entre dans le monde des entreprises, ça s'institutionnalise. Oui, mais quand il y a des années comme ça où on a des attaques comme en 2025, comme en début 2026, est-ce que c'est un frein à l'adoption, Quentin, vous le constatez? Ou en tout cas, c'est des questions qui reviennent? C'est un frein à l'adoption, en tout cas, c'est des questions effectivement qui reviennent, même si petit à petit le terrain de jeu est de plus en plus présent avec les différentes couches réglementaires qui sont là dorénavant et qui nous permettent petit à petit de pouvoir s'exposer sereinement. Oui. Alors après, c'est vrai qu'il y a les couches réglementaires. Alexandre Aubou nous disait par exemple que pour son entreprise Bitstack, il était agréé MiCA, donc il avait dû mettre en place énormément de barrières comme ça pour se protéger. Est-ce que ça veut dire que là, ce qui arrive, c'est que peut-être on n'est pas finalement protégeable au maximum et qu'on est toujours soumis à des risques quand on est une entreprise, d'après vous, Loïc? En soi... il n'y a jamais de protection totale. De toute façon, l'histoire nous a montré qu'il y a... Voilà. Et puis, dans tous les cas, c'est un jeu du chat à la souris. Le gendarme et le voleur, voilà. Il y en a un qui avance, l'autre avance au même rythme. Après, technologiquement, on voit par exemple qu'il y a le Zero Knowledge Proof, par exemple, la Account Abstraction, qui arrive, qui prend de la place technologiquement parlant et qui pourrait nous sécuriser. Mais c'est marrant, j'avais justement une discussion là-dessus à un salon la semaine dernière et on se disait justement qu'à partir du moment où on aurait les entreprises, par exemple, qui embarquent ce Zero Knowledge Proof et qui sont un peu un coffre-fort des informations qui est extrêmement sécurisé, et les acteurs, quand ils ont besoin d'aller chercher un KYB ou un KYC ou une information, ils viendront simplement faire une requête à cet acteur-là sans forcément collecter l'information, juste aller dire est-ce que cette information vous l'avez certifiée, etc. Et j'avais quelqu'un en face de moi sur une conférence qui me disait mais en soi, si toute l'information est centralisée à un seul et même endroit, eh bien ça donne envie encore plus aux hackers, le risque d'aller chercher justement à fond à cet endroit, parce qu'on sait que l'information est complètement concentrée à cet endroit. Donc je pense que le meilleur bastion pour sécuriser par rapport à ça, c'est la décentralisation au global, parce qu'au final, à partir du moment où le coût en soi du hack est supérieur au gain qu'on peut en tirer, alors ça décourage n'importe quel hacker parce que ce ne sera pas rentable pour lui d'y aller. Donc c'est là où la décentralisation, je pense, et ce qui est un peu le maître mot de notre secteur à tous, nous sécurisera en bout de ligne. On suivra évidemment ce dossier dans le club BFM Crypto. On va parler de compta avec vous deux, Loïc, Quentin, parce que la compta dans la crypto, ça évolue. Avant d'entrer dans les détails, vous nous rappelez ce que fait exactement Compta Crypto, Loïc? Alors nous, Compta Crypto, on vient donc récupérer la donnée sur la blockchain et chez les exchanges. On vient traduire cette information-là justement pour des comptables, pour qu'elle puisse après derrière être exploitée par des professionnels du chiffre. Et on vient calculer, prémâcher un peu le travail en précalculant les plus et moins values réalisées, les plus et moins values latentes, et en rangeant les opérations dans les bons comptes comptables en fonction de ce que l'expert comptable a paramétré, entre guillemets, dans son espace à lui. Donc vos clients, c'est les cabinets de comptables spécifiquement? C'est ça. Alors nous, en fait, on va avoir les cabinets comptables qui utilisent notre solution, et après on a également les clients des experts comptables, donc en B2B2B. Oui. Et Number, que fait Number? Exactement, nous, côté Number, donc on est un cabinet d'expertise comptable
Donc on accompagne les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprises dans la gestion, la structuration et le pilotage de leur activité. Et depuis quelques temps, on a remarqué dans un certain nombre de dossiers de plus en plus de cryptos qui se baladaient. Et donc on s'est positionné sur ce sujet. On a en interne développé un groupe de travail dédié. On s'est structuré, on a labellisé un certain nombre de collaborateurs qui sont les seuls à pouvoir traiter ces dossiers-là. Et donc on s'est associé notamment avec Contact Crypto pour pouvoir traiter l'ensemble de ces flux et les intégrer finalement dans la comptabilité, je dirais, générale. Et la crypto, ça représente combien de pourcentage? Quelle part du business, par exemple, aujourd'hui, en 2026? C'est encore relativement faible. Je dirais que on a à peu près 3% de nos clients qui utilisent ou qui intègrent plutôt de la crypto, particulièrement dans le cadre de la diversification de trésorerie. Mais on voit qu'il y a une tendance qui est à la hausse. Oui, exactement, parce que ça a changé. Hein, le secteur, la compta, les demandes, ça change, ça progresse progressivement. Nous, ce qu'on a pu voir, c'est que si vous voulez, pour les exchanges, c'est toujours plus intéressant d'aller onboarder des clients entreprises parce que les montants sont supérieurs et la récurrence est plus importante. Bon, ça, c'est de base. Et si vous voulez, le frein qu'ils avaient, c'est que les experts comptables, par manque de connaissances, leur disaient à tous les clients, alors en entreprise, tu n'y touches absolument pas. Parce que moi, d'une, je ne connais pas. Et puis, il y avait un petit peu cette réputation qui avait la peau dure de... Ça finance du terrorisme, voilà, tout ce qu'on a pu voir. Voilà, c'était un peu sulfureux. Ouais. Et ce qui fait que la majorité des experts comptables ont dit à leurs clients, investis en perso. Et donc, dans les clientèles des exchanges, eh bien, il y a énormément de retail, des gens qui sont un compte, un KYC et pas un KYB. Et aujourd'hui, si on vient passer au crible la totalité de cette base de retail, en réalité, derrière, il y a plein d'entrepreneurs, il y a plein de chefs d'entreprise qui, eux, auraient plus d'intérêt à investir avec la société. Pourquoi ? Parce que, généralement, c'est leur source de revenus principale. Et donc, ils doivent sortir l'argent de la société. Pour le sortir, c'est soit des dividendes, soit du salaire. Ça coûte de l'argent et donc on passe déjà par un volet d'impôt. Alors que là, si on investit directement avec la boîte, notre effet de levier il est meilleur. Si jamais on a des pertes aussi, on peut les répercuter au bilan, alors qu'en perso, on ne peut pas répercuter cette perte. Donc il y a plein d'avantages à le faire. Et donc quand on est à son compte, il vaut mieux investir avec la boîte que le faire en perso. Et ça, c'est grâce à l'avancée des experts comptables et à cette montée en compétences que ce pont-là va se démocratiser. Et c'est pour ça que cette tendance est à la hausse dans quasiment tous les cabinets comptables. Oui, c'est ça. Et on est passé d'une activité très spéculative, très risquée, à finalement, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui le font. Je vais regarder moi aussi si c'est intéressant, Quentin. Effectivement, et je vous invite à le faire. Non, mais très bien. Moi, j'ai pas d'entreprise personnelle, effectivement, mais c'est ça qui est intéressant. Ça reste néanmoins complexe. Il y a énormément de réglementations qui sont mises en place, Loïc. Il faut les comprendre. Et il y a aussi la partie fiscalité. Et c'est peut-être ça qui fait encore un peu peur aujourd'hui. Alors, le frein, il est plutôt, je dirais, technique. C'est-à-dire que une comptabilité traditionnelle d'un consultant, par exemple, on va être sur quelques centaines de lignes et ça va être assez rare quand on va vraiment dépasser le millier de lignes. Par contre, en crypto-monnaie, dès qu'on fait du staking, dès qu'on fait un petit peu, on se positionne en spot sur pas mal de placements, le volume de la comptabilité, il augmente très vite. Et donc ça, effectivement, il y a un traitement derrière parce qu'il va falloir récupérer le taux de change. Et c'est ce que d'ailleurs ce que Contact Crypto fait, c'est qu'il faut que pour chaque opération en Bitcoin, en TH ou en Sol, on vienne donner le change en euros, parce que la compta, elle se fait en euros. Et donc ça, c'est un point qui est assez compliqué. Ensuite, il y a la multiplicité des plateformes. Aujourd'hui, quand on fait une comptabilité traditionnelle en fiat, on a juste notre compte en banque, on le synchronise, on a tout. Alors qu'aujourd'hui, on a un exchange, on a un cold wallet, on a plusieurs wallets sur notre ledger, par exemple. Et ça, c'est autant de connexions que Contact Crypto, d'ailleurs, doit gérer pour venir récupérer toute la donnée. Et ça, c'est aussi un vrai problème. Et après, d'ailleurs, il faut connaître le calcul, il faut connaître aussi toute la fiscalité qui s'y réfère. Exactement. Et aujourd'hui, vu que c'est quand même un secteur qui était en constante progression, parce que le fisc et l'État, de manière générale, on ne savait pas s'ils allaient taxer comme ci, taxer comme ça. Et donc, vu que ça bouge tout le temps, il faut tout le temps suivre. Et c'est pour ça que nous, on est très contents d'avoir un de nos associés qui est avocat fiscaliste et qui nous source ça chaque année. Sinon, ça serait trop compliqué. Oui, ça reste compliqué, effectivement. Il faut être plusieurs pour finalement... gérer ce sujet. Chez Number, Quentin, vous voyez la crypto apparaître de quelle façon chez vos clients, dans les entreprises ? À 99% dans le cadre d'une diversification de trésorerie. Ouais. C'est peut-être ce qui est le plus facile à comprendre, non ? C'est le plus facile à comprendre, c'est le plus facile à faire et à traiter, d'avoir une petite partie d'excédent de trésorerie qu'on va aller positionner sur différentes cryptos pour pouvoir aller chercher un petit peu de rendement. Et donc nous, dans ce cadre-là, on s'est structuré et donc ça nous permet de pouvoir les traiter et puis de les intégrer à la comptabilité. Et le reste vous dites trésorerie d'entreprise, le reste des cas, c'est quoi ?
C'est, comme je disais, à 99%. 99%, c'est de la trésorerie. Avoir un petit peu de rail de paiement, mais c'est très, très rare. On parle de quelle crypto ? Bon, les plus connus, je dirais le top 10 du CoinMarketCap. D'ailleurs, c'est le mieux, parce qu'en entreprise, il vaut mieux... et souvent, nous, on le voit, c'est des cas qui vont être plus sécuritaires. On va avoir des clients qui vont aller généralement sur le top 10, effectivement, comme disait Quentin, pour limiter le risque, parce que ça reste quand même de la trésorerie d'entreprise. Ouais. Ensuite, en entreprise, il faut faire attention parce qu'on a... il faut éviter de mettre en risque la société, parce que ça, après, on pourrait se faire incriminer justement par rapport au fisc si on met en difficulté la société par rapport à des placements financiers. Donc c'est là où nous, d'ailleurs, on invite, et c'est des conseils que distille d'ailleurs Number et nous-mêmes, à nos clients, faut jouer mollo, quoi. Faut pas aller se faire du trading de même coin ou aller sur des choses un petit peu trop exotiques. Oui, non, effectivement, il vaut mieux rester sur les cryptos basiques. C'est quoi les vrais risques côté comptable dans ces situations où on commence à avoir de la crypto dans les trésors d'entreprise, par exemple ? Les risques sont multiples. Donc, c'est d'une part de mal valoriser les actifs. Il faut évidemment calculer les plus ou moins values latentes. Il faut aussi s'assurer d'avoir l'ensemble des justificatifs lorsqu'on souhaite s'exposer via son entreprise et donc bien séparer les wallets perso des wallets pro, évidemment. Et puis donc de s'assurer de travailler avec, du moins de réaliser des actions d'achat et de vente sur des acteurs qui sont régulés, PSCA et ainsi de suite, conformes pour pouvoir traiter en toute conformité l'ensemble de ces éléments. Si on parle de crypto comme le Bitcoin, on parle d'une réserve de valeur qui est plutôt efficace sur le long terme. On le dit souvent dans cette émission. Est-ce que c'est cohérent avec une activité d'entreprise, en mettre en partie dans sa trésorerie ? Est-ce que les dirigeants comprennent cet aspect des choses-là, par exemple, Quentin ? C'est effectivement quelque chose qu'il faut intégrer, je dirais, dès le début et ne pas hésiter à l'évoquer, d'ailleurs, quand l'expert comptable échange avec les différents utilisateurs et dossiers qu'il traite, puisqu'effectivement, particulièrement le Bitcoin, s'intègre et doit s'apprécier dans le temps long, et donc ne pas essayer d'avoir une vision court-termiste sur ces sujets-là, puisque ça peut être davantage risqué. Oui. C'est justement ça que dans notre domaine, on voit que les clients sont un peu déconnectés du réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait des placements traditionnels, des comptes à terme, ou des expositions sur les produits plus classiques en entreprise, on a des rendements qui vont être, si on est bon, 7-8%. Et là, tout le monde va aller chercher vraiment des rendements beaucoup plus gros. Et quand on fait un 20% ou un 30% sur ce type d'actifs, c'est énorme. En fait. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'en perso, vu que tout le monde à la base a investi en perso, on est plus un peu ce jeu, entre guillemets, d'aller chercher des grandes performances. Et puis, ces performances font rêver, bien sûr. Donc, on a plein de personnes qui sont devenues crypto-millionnaires, justement, dans les débuts. Mais c'est, comme on en parle souvent sur ces plateaux, on est en train de démocratiser tout ça. Donc, la volatilité, elle baisse. Et il faut aussi que les mœurs aussi s'adaptent par rapport à ça. Quand on joue avec sa comptabilité d'entreprise, je pense qu'on devient raisonnable. D'un coup, on prend peut-être moins de risques que quand on est dans une crypto personnelle, non ? Ça dépend, parce qu'au final, vu que les pertes sont déductibles, à part le risque, entre guillemets... c'est vrai, ça peut être utile. À part en soi que le risque justement de mettre à défaut la société par rapport à ses produits financiers, il faut quand même faire attention, mais on a justement plus de prise de risque en soi des gens en entreprise sur les placements, sur des gros montants, plus qu'en perso, où là, vu que c'est directement et que les pertes ne sont pas déductibles, effectivement, c'est un peu différent. Sur quoi vous avez travaillé en 2026 ? Vous disiez que pour vous, chez Number, c'était 3% de votre activité. Il y a 10% des Français qui ont de la crypto. Il faut travailler, là. Les 7%, ils sont où ? Effectivement, il faut basculer. Non, mais comment on fait pour que l'adoption augmente ? On en parlait il y a quelques semaines avec Loïc. L'acculturation des comptables, de façon générale, à la crypto, est-elle suffisante encore en 2026, en ce début d'année ? En tout cas, elle avance. Elle avance, et particulièrement chez Number, on a vraiment développé une expertise donc en interne avec des points récurrents, une formation, une labellisation, de sorte à ce que uniquement un certain nombre de collaborateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain peut traiter ce type de dossier. Et c'est comme ça qu'on avancera petit à petit en faisant des points récurrents et en acculturant l'ensemble de ces personnes pour pouvoir traiter ces dossiers. Et Loïc, vous, c'est quoi vos observations sur le sujet ? Il y a une prise de conscience. Déjà, entre guillemets, les clients, vu qu'il y en a de plus en plus qui ont investi, souvent,
déjà par crainte, en règle générale, ils l'avaient pas dit au comptable, et souvent ils le disent juste à la fin, au moment du bilan. Alors je t'ai pas dit, mais il y a ça. Et souvent, en fait, nous les comptables arrivent en bout de ligne en disant, en panique. Là, en fait, j'ai ma lettre de mission qui est signée, je suis obligé de m'occuper de lui, donc je suis obligé de m'y mettre. Ouais. Donc d'une certaine manière, c'est bien parce que les clients poussent un peu les experts comptables à s'y mettre, mais souvent, vu que c'est fait un peu à la hâte, ça va être géré pas de la même manière que quand on a un cabinet qui prend ça à bras le corps et qui derrière va mettre en place les bons process, les bonnes techniques pour derrière aller gérer ça correctement. Donc nous, on invite vraiment tous les experts comptables à embarquer ce sujet et prendre conscience que c'est un sujet qui va prendre de la place à l'avenir. On en parlait sur les rails de paiement et je suis sûr qu'en soi, à l'avenir, de plus en plus d'entreprises, notamment celles qui font du paiement à l'étranger, vont utiliser ça parce que ça coûte moins cher, c'est plus rapide. Et pour le placement d'excédents de trésorerie, quand on voit au final nos monnaies fiat qui perdent un petit peu de valeur, ça peut avoir de l'intérêt pour lutter contre l'inflation d'avoir un petit peu de crypto-monnaie à côté. Et ça, visiblement, les entreprises à 99% l'ont compris puisque c'est la formule qu'elles ont choisi d'adopter. C'est très intéressant cette façon de discuter avec vous les comptables. On discutera aussi des notaires demain, la façon dont ils s'emparent de ça parce que la fiscalité, on le dit souvent, est un peu lourde et un peu incompréhensible dans ce domaine. Donc voilà, on en discutera évidemment, c'est la période en plus. On a un petit dossier Ledger également avec vous, Pauline Armandet, selon une information du Financial Times. La licorne française dont on est si fier pourrait entrer à la bourse de New York cette année. Oui, en tout cas, elle est en discussion avec plusieurs banques internationales, dont Goldman Sachs, Jefferies et Barclays, donc en vue d'être cotée à New York. C'est une opération qui pourrait avoir lieu dès cette année, donc selon des sources du Financial Times. La société était jusqu'à présent valorisée 1,5 milliard de dollars, donc à la suite de sa dernière grosse levée de fonds de 2023. Et si elle devait s'introduire cette année, elle pourrait être valorisée jusqu'à 4 milliards de dollars. Donc, c'est déjà beaucoup plus important. Il s'agirait de la première société crypto française à être cotée à la bourse de New York. Donc, ça, c'est intéressant, effectivement, pour nous aussi. Et puis, elle rejoindrait un club qui reste assez restreint aujourd'hui de sociétés crypto cotées à la bourse de New York. Il y a BitGo, Coinbase. Donc, pas encore grand monde de ce côté-là. Ce serait intéressant de savoir pourquoi ils ont choisi New York. Mais on leur posera la question quand ils viendront dans l'émission. Est-ce que ça a des chances d'aboutir ? Effectivement, là, c'est la question que tout le monde se pose. Déjà, Ledger n'a pas officialisé vraiment le fait qu'il voulait s'introduire en bourse. Les seuls éléments qu'on a à notre disposition, c'est ce que Pascal Gauthier, donc son patron, a déclaré au mois de novembre au Financial Times également. Il expliquait que l'argent, en tout cas, se trouve aux États-Unis et certainement pas en Europe si on cherchait à lever des fonds. Et c'est une tendance qui a quand même, qui explose aussi avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Le fait que les investisseurs aussi misent de plus en plus à l'égard des cryptos. Donc, s'ils venaient à s'introduire, ce serait plutôt côté US. Et c'est vrai que c'est une société qui arrive quand même face aux investisseurs avec des chiffres solides, plus de 7 millions de portefeuilles crypto vendus, un chiffre d'affaires qui s'élève à plusieurs centaines de millions de dollars par an. Ça intéresse les investisseurs, mais on en a beaucoup parlé au début de l'émission. L'enjeu aussi de la sécurité est crucial. Donc ça aussi, ça peut aussi un peu freiner côté investisseurs. Oui, toutes les grosses boîtes de crypto sont ciblées d'une façon ou d'une autre. Pour terminer, il nous reste 3 minutes 30 pour parler de la crypto chez les Iraniens. Les Iraniens qui utilisent de plus en plus les crypto-monnaies, Pauline. Effectivement, la population iranienne a de plus en plus recours aux cryptos. Déjà, pour des raisons économiques, parce qu'il y a une inflation qui est très importante dans le pays, et aussi en réaction en fait, à la dévaluation de la monnaie locale, le rial, qui a perdu plus de 90% de sa valeur depuis 2022. Et effectivement, on peut aussi trouver dans les crypto-monnaies, et notamment dans le Bitcoin, une manière aussi de pouvoir contourner les restrictions financières qui sont sur place avec le régime autoritaire. Donc, la population a déjà trouvé dans les crypto-monnaies une nouvelle manière de payer, ou en tout cas de limiter le pouvoir existant. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que la population qui a trouvé un moyen de détourner ce qui se met en place. Il y a aussi les gardiens
vient de la révolution islamique qui essaye de contourner les sanctions financières des pays occidentaux qui sont imposées à l'Iran. Oui, et eux, en fait, ils représentent une assez large part du volume de crypto-monnaies en fait, qui est en circulation, notamment en 2025. Ils représentaient, les transactions qui concernaient donc, ce régime autoritaire concernent jusqu'à 3 milliards de dollars de volume sur les 7 milliards de volumes totaux existants. Donc, on se rend compte qu'eux utilisent aussi les crypto-monnaies pour contourner, en l'occurrence, les sanctions internationales, les sanctions occidentales. L'Iran le fait au même titre que le Venezuela ou encore la Russie. Donc, on se rend compte que les crypto-monnaies ne servent pas que l'espoir de la population, c'est aussi le régime autoritaire qui s'en empare. Et c'est là aussi que ça devient problématique en termes d'utilisation. Et dans ce contexte, le régime a décidé de couper Internet. Ça va arranger personne sur les cryptos, spécifiquement. En matière de crypto-monnaies, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a une coupure, utiliser les crypto-monnaies, notamment Bitcoin, ça devient très problématique. Il y a un certain moyen technique qui permettrait d'utiliser Bitcoin dans ces situations-là, mais clairement, ça rend l'usage très compliqué. Le fait de vouloir retirer ces cryptos d'exchange, ça doit être très problématique sur place. Donc, en fait, le régime a aussi compris comment pouvoir opprimer aussi les populations. Oui. Donc les crypto-monnaies sont une réponse dans un sens si on veut continuer à conserver son patrimoine. Par contre, les utiliser au quotidien s'il y a une coupure d'Internet... C'est pas possible pour la situation à court terme, effectivement. Et c'est vrai qu'on voit que ça circule et qu'on en parle beaucoup des cryptos dans ces différentes crises géopolitiques, avec les bons et les mauvais aspects. Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission. Je vais vous laisser entre les mains de BFM Bourse dans un instant. Merci Loïc Santel, cofondateur de Contact Crypto, d'être venu. Vous revenez quand vous voulez sur cette émission. Quentin Alexander, responsable crypto chez Number. Merci d'être venu sur ce plateau. Et Pauline Armandet, journaliste BFM Business. Vous continuez à nous écrire crypto au singulier @bfmbusiness.fr pour nous poser toutes vos questions sur ce qui se passe dans cette émission, sur l'actualité, sur vos investissements également, ce que vous voulez faire, ce que vous n'osez pas faire. Les réponses sont ici le jeudi entre 15h et 15h30. Passez une très bonne journée. Tout de suite, BFM Bourse. BFM Business, BFM Crypto, le club.